Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la Société des Amis de Sèvres est heureuse de vous accueillir pour la seconde intervention de notre programme de visioconférence qu'on a intitulé Conversation céramique. Je suis donc Catherine Trouvet et en ma qualité de vice-présidente, je vous renouvelle mes propos de lundi dernier en vous disant que j'ai le plaisir de vous présenter jusqu'au 14 décembre encore 6 interventions consacrées à la porcelaine, essentiellement française, dispensée évidemment par des conférenciers de premier plan. Alors de 19h à 20h, donc chaque lundi, sera l'occasion pour nous de nous retrouver autour de ce sujet, donc pour nous égarer dans les détours du 18e et du tout début du 19e. Mon choix aujourd'hui s'est porté vers le talentueux Camille Leprince, expert, antiquaire spécialisé dans la céramique ancienne européenne, diplômé de l'École du Louvre et de la faculté de la Sorbonne. Il débute sa formation au musée de Sèvres sous la direction d'Antoinette Allais, à qui, lui comme moi, nous devons beaucoup. Il complète cette formation à New York, tant chez Christie's qu'à l'Hispanic Society of America. Il a œuvré également avec le fameux collectionneur américain Richard Baron Cohen dans la gestion de la collection Twilight, donc de porcelaine européenne néoclassique et de miniatures, et surtout dans la gestion de cette exposition itinérante, je rappelle, à Berlin, Charlottenburg, à Vienne, au Palais de Liechtenstein, à Sèvres au musée de céramique et bien entendu également à New York au Metropolitan Museum. En 2015, il est nommé expert à la Chambre nationale des experts spécialisés. Il participe depuis de nombreuses années à de nombreuses foires internationales très réputées comme la TEFAF Maastricht, en collaboration avec la délicieuse Marella Rossi-Mosseri et le docteur Christophe de Quenota. En 2009, Camille fonde une maison d'édition à son image, judicieusement nommée Feu et Talent. Alors en 2009, c'est d'Urbino à Nevers, le décor historié au XVIe et XVIIe siècle. En 2014, la faïence baroque et les jardins de Lenôtre. En 2017, à Londres, Sacred and Profane Beauty, Deruta Renaissance Maiolica. En 2018, toujours à Deruta, Back to Deruta, Sacred and Profane Beauty. Et en 2020, pour la TEFAF, Fit for a Feast, A Celebration of Europe. En 2016, il fait paraître donc Napoléon Ier et Sèvres, l'art de la porcelaine au service de l'Empire, auquel participent Tamara Préau, Antoine Dalbis, Christophe Beyeler, Christophe de Quennetin, Guillaume Serret et moi-même. Et c'est ce sujet que aujourd'hui Camille a choisi d'évoquer pour nous. Alors on le sait, pour légitimer son pouvoir, à l'instar de Louis XIV, Napoléon est un des premiers chefs d'État à privilégier la diffusion du message politique par les arts. Pour la première fois dans l'histoire de la manufacture, et sans doute la dernière, Sèvres et sa porcelaine deviennent outils de propagande au service du prestige de Napoléon pour orner bien entendu la table impériale, meubler ses résidences au service de sa politique tant intérieure qu'internationale lorsque ces céramiques sont utilisées comme présent aux membres de la cour ou comme cadeau diplomatique. Avec la nomination d'un nouveau directeur, Alexandre Brognard, la manufacture de Sèvres retrouve sa splendeur, servie par une technique élaborée et un savoir-faire finalement artistique totalement inégalé, qui va contribuer à l'émergence de décors peints jamais surpassés. Alors à toi, Camille, de faire danser dans nos regards contemporains ces œuvres magiques. Voilà. Catherine, à moi. Amis Zoomers, bonjour. Catherine, merci pour cette introduction flatteuse. Je souhaite également remercier les Amis de Sèvres pour me donner l'occasion de partager avec vous des recherches entreprises
dans le cadre d'une exposition impériale et royale, exposition qui s'était tenue en 2016 à la Galerie Aveline à Paris. Je vous présente ici une des pièces, une des salles qui avait été dédiée à l'Empire. On y avait présenté donc la porcelaine de Sèvres et le rôle joué par Sèvres à l'Empire dans la propagande de l'empereur Napoléon Ier. Ici, la table avait été dressée. C'est une partie de service du second service iconographique grec. Vous avez également de l'argenterie et du vermeil de la maison Audio. C'était des pièces réalisées à l'identique, découvertes, livrées pour le service de Madame Mère Laetitia de Bonaparte. À l'étage, une salle avait été dédiée au château de Fontainebleau, au musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau, pour l'opération intitulée des Sèvres pour Fontainebleau, puisqu'à cette époque-là, le château de Fontainebleau avait lancé une campagne d'acquisition de porcelaine impériale de Sèvres de premier ordre pour enrichir les collections du musée Napoléon Ier. Alors, je tiens ce soir à remercier tout particulièrement Christophe Beyeler, qui a fait preuve d'une ténacité admirable pour mener tous ces projets à terme. Ici, je vous montre la salle des fastes de la table impériale qui se trouve au musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau. C'est une salle somptueuse où sont réunis le grand vermeil, des pièces d'argenterie et de vermeil des différents services de l'empereur ou des membres de la cour impériale et les porcelaines de Sèvres. Alors, c'est une collection souvent oubliée que la collection des porcelaines de Sèvres du château de Fontainebleau, qui est de premier ordre. J'invite, en cette période de confinement, tous nos amis Zoomers à essayer de visiter en ligne et dès que possible d'aller revisiter le château de Fontainebleau. C'est la demeure des rois et le musée Napoléon Ier, c'est un musée à visiter pour y admirer donc les collections de porcelaine de Sèvres. Alors, comme l'a si bien introduit Catherine, nous allons voir ce soir le rôle joué par la porcelaine de Sèvres dans la propagande impériale. Avec la nomination d'un nouveau directeur, Alexandre Brognard, la manufacture de Sèvres va rapidement retrouver sa splendeur perdue sous la Révolution et va redevenir rapidement le leader incontesté de la création porcelainière en Europe. En 1805, la manufacture royale de porcelaine devient manufacture impériale. Elle est ainsi rattachée à la maison de l'empereur et joue un rôle clé dans la propagande napoléonienne. Napoléon Ier, empereur des Français depuis 1804, va user abondamment de la porcelaine de Sèvres. Il entend légitimer son pouvoir, mais aussi une nouvelle dynastie, celle des Bonaparte. Sur cette diapositive, je vous montre une assiette qui fait partie du service de Cambacérès. C'était un cadeau de l'empereur à son archichancelier et ce dernier va commander une série de 12 assiettes, nous en verrons d'autres plus tard, où il demande que soient représentées sur le bassin de chaque assiette des vues topographiques des lieux importants du pouvoir de l'Empire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici une vue de la manufacture et qu'au revers, elle est légendée, vue de la manufacture impériale de porcelaine de Sèvres. Donc, c'est probablement l'un des premiers documents de porcelaine où Sèvres est présentée comme étant la manufacture impériale. Donc, nous allons voir qu'au-delà du rôle décoratif joué par la porcelaine, cette porcelaine dédiée à la gloire de Napoléon Ier et de l'Empire, elle va également contribuer à largement diffuser les différentes images du souverain. Dans un premier temps, nous allons voir donc la place de la manufacture de Sèvres pendant la Révolution et sous le Consulat, et le rôle joué notamment par ce nouveau directeur, Alexandre Brognard. Alors, une des décisions les plus importantes prises par le ministre Lucien Bonaparte fut de nommer Alexandre Brognard, ingénieur des mines, savant réputé pour ses connaissances en minéralogie et géologie, déjà reconnu dans le milieu scientifique. Avec cette nomination, c'est non seulement un administrateur au sens de l'organisation irréprochable que gagnait la manufacture, mais aussi un directeur charismatique et dévoué, exigeant avec ses employés autant qu'envers lui-même, toujours intransigeant sur la qualité de production et soucieux d'innover.
Rapidement, Brongniart va prendre des décisions importantes. Il va mettre en pratique la politique de Lucien Bonaparte en mettant en place une politique d'austérité. Pour rattraper le retard technique, Brongniart va perfectionner rapidement les qualités techniques de la pâte, sa solidité, sa blancheur. Il va renouveler entièrement le répertoire formel de la manufacture et il va se montrer très sélectif sur la pertinence des décors peints et sur la qualité des ors. Je le cite dans un courrier du 22 janvier 1801 où il se félicite déjà de la qualité de production. La porcelaine de Sèvres a beaucoup gagné depuis un an pour la pureté des formes, pour la variété des fonds et pour l'intérêt des sujets et des compositions, tant en peinture qu'en sculpture. On a cherché autant qu'il est possible à se rapprocher de l'antique et à marcher d'un pas égal avec les progrès du goût. Alors, c'est ce que je vous montre ici, c'est des feuilles d'appréciation. Les archives sous l'Empire sont très riches. C'est le fruit de la réorganisation de la manufacture et de l'administration par Brongniart. Là, vous voyez tout un répertoire formel qui a été renouvelé, qui est catalogué, numéroté. On nomme toutes les nouvelles formes, on précise dans les coûts de production et les différentes tailles dans lesquelles chaque modèle peut être décliné. Alors, dans ce renouvellement formel, je vous ai sélectionné ici le sucrier Aigle, qui est peut-être l'un des objets les plus iconiques réalisés sous l'Empire. Vous avez cet objet très élégant, de style néoclassique, où les prises sont formées de têtes d'aigle. En réalité, avec Brongniart, on a aussi affaire à un directeur dévoué à l'État. C'est avant tout un serviteur de l'État au sens aigu de la responsabilité citoyenne. Pendant l'Empire et après l'Empire, il va s'adapter habilement aux changements de régime et de souverain, entretenant continuellement une relation étroite avec les différents intendants généraux des biens de la couronne. Ici, je vous montre la photo d'un objet qui n'est pas réalisé sous le Premier Empire, juste après l'Empire, en 1816. C'est un plateau ovale de première grandeur du déjeuner dit de l'art de la porcelaine. Alors, c'est un objet, c'est une acquisition récente du musée de Sèvres, très importante. C'est un document tout à fait exceptionnel où est représentée la visite du roi Louis XVIII dans le magasin de vente de la manufacture. Ici, tous les attributs royaux sont représentés. Vous pouvez distinguer les fleurs de lys, les ailes entrelacées ou affrontées, couronnées, et la couronne au sommet de la scène. Voilà. Ici est représenté donc le roi Louis XVIII assis, admirant les dernières créations de la manufacture de Sèvres qui lui sont présentées par le directeur Brongniart, accompagné des plus grands artistes de la manufacture, Marie-Victoire Jacotot, Étienne Leguet et Develly, qui avaient œuvré au rayonnement de la manufacture sur l'Empire. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir ici, donc, dans ce document tout à fait exceptionnel, le témoignage des relations étroites entre le directeur et le souverain, et de voir que les souverains, Napoléon comme Louis XVIII, va directement s'impliquer dans la production de Sèvres. Il viendra rendre visite à la manufacture plusieurs fois pendant son règne, et donc des échanges étroits. Alors, voilà, les deux miroirs de l'Empire, l'empereur Napoléon Ier, représenté en costume de sacre, représenté en pied, tableau qui est aujourd'hui conservé au musée Napoléon Ier à Fontainebleau, et à droite, le portrait d'Alexandre Brongniart. Je vous ai dit qu'Alexandre Brongniart était un dévoué de l'État, et c'est surtout aussi un directeur charismatique et qui va faire preuve de flexibilité, d'adaptation. Il va se démener pendant tout l'Empire à faire face aux exigences de la maison de l'empereur, le plus souvent dans l'urgence. C'est pourquoi il prévoit de garder un stock suffisant en magasin afin de suppléer quelques commandes à tout instant. En 1808, il informe Daru, l'intendant général de la Grande Armée, je le cite, « Je dois chercher à tenir le magasin assorti de tous les objets qui doivent entrer dans l'ameublement des palais impériaux et dans la composition des présents que Sa Majesté pourrait vouloir faire. »
Jusqu'à présent, la manufacture a pu répondre sur le champ. J'ai organisé tous ces travaux pour ce but. Donc, on voit que Brognard va devoir faire preuve d'initiative, de flexibilité. Les prises d'initiative, que ce soit dans le répertoire formel des œuvres, des sujets et des ornements, pour satisfaire ces commandes impériales, qui vont être le plus souvent peu précises. Néanmoins, Brognard est constamment mis sous pression. On lui reproche notamment des coûts de production trop importants. Et puis, l'empereur, au début du XIXe siècle, lui reproche également une qualité inégale de la production. Je vous cite ici un document daté de 1807 par Daru qui se fait le relais d'un ultimatum posé par Napoléon Ier. Prévenir le directeur de la manufacture de Sèvres que si dans un an, il ne réussit pas mieux, surtout pour la forme des dessins, la manufacture sera supprimée. Elle doit être la première et non pas du second ordre. Alors, on voit ici que l'empereur attendait beaucoup de Sèvres. Il entendait utiliser la manufacture pleinement pour s'entourer du faste nécessaire à la cour impériale, mais également comme un outil d'instrument diplomatique privilégié. Un rôle que la manufacture avait parfaitement endossé sous l'Ancien Régime. Il était entendu que la plus belle production de Sèvres serait exclusivement destinée au pouvoir et non mise en vente aux particuliers. Aucune pièce de prestige ne devait jamais quitter la manufacture sans l'aval de l'administration générale. Toute commande ou livraison officielle devait être validée par l'intendant général. Alors, dans une première partie, nous allons voir ce rôle de Sèvres vis-à-vis des autres manufactures de porcelaine. En France, Sèvres et les manufactures de porcelaine parisiennes. Puis donc, Sèvres est ce que j'ai intitulé les manufactures rivales, la KPM de Berlin et la manufacture royale de Vienne. Et puis Sèvres et les manufactures satellitaires de l'Empire, c'est-à-dire les manufactures qui étaient dans des royaumes appartenant aux princesses impériales. On considère les années du Consulat et de l'Empire comme l'âge d'or de la porcelaine de Paris. Les manufactures privées de Pierre-Louis Dagoty, Nast ou encore d'Ille-et-Guérard, pour n'en nommer que quelques-unes, n'avaient rien à envier techniquement et artistiquement à Sèvres. Elles étaient innovantes sur donc, le plan technique et artistique. Les premières années du XIXe siècle voient également la prolifération des artistes en chambre, c'est-à-dire des artistes qui exerçaient à Paris et à Sèvres. Brognard dut mettre au point un système de travaux en extraordinaire, c'est-à-dire que les plus grands peintres, tels que Marie-Victoire Jacotot, Étienne-Charles Leguet ou encore Pierre-Joseph Sauvage, collaboraient à Sèvres en extraordinaire, tout en continuant d'exercer à Paris. Pendant le directoire, bien que rattaché directement à la couronne, Sèvres n'en est pas le fournisseur exclusif. Ainsi, la manufacture de Pierre-Louis Dagoty bénéficie la protection de l'impératrice Joséphine et prend même le titre de manufacture de Sa Majesté l'impératrice en 1804. De la même manière, la manufacture de d'Ille-et-Guérard réalise pour l'impératrice et son fils Eugène de Beauharnais des somptueux services à dessert que je vous présente ici, décorés de vues d'Italie ou de tableaux flamands ou encore à fond vermeil or et décorés des armoiries familiales. Ici, on voit une partie de service présentée aujourd'hui au château de la Malmaison. Ce service est tout à fait somptueux et on voit donc la maîtrise technique de la pose de l'or qui imite le vermeil à perfection. Donc, dans ces années-là, il est vrai que les manufactures parisiennes, telles que d'Ille-et-Guérard, n'avaient rien à envier à la manufacture de Sèvres. Curieux du succès des fabriques rivales, Alexandre Brognard, en 1802, puis en 1814, demande de placer un magasin de vente et de dépôt à Paris. En réalité, l'objectif principal était d'y placer un peintre sur porcelaine afin d'être, je le cite, mieux à même de connaître les perfectionnements inventés dans les fabriques de Paris. Alors, la stratégie de Brognard, son ambition était de placer Sèvres, manufacture d'État,
destiné quasi exclusivement à la clientèle du gouvernement. Son but était que Sèvres redevienne la référence, le modèle pour les manufactures françaises. C'est lors d'expositions de l'industrie tenues au Louvre que les nouvelles créations seraient présentées. La situation de Sèvres en Europe au début du XIXe siècle est également similaire. Au niveau européen, deux manufactures se démarquent par une avance technologique. Ce sont les manufactures royales de Vienne et de Berlin. Elles ont une maîtrise technique quasiment parfaite, si je peux dire. Leur pâte dure, la translucidité, la blancheur, la solidité de la pâte se distinguent particulièrement. Puis à Berlin ou à Vienne, nous avons des décors en or, en relief tout à fait somptueux, ou encore des décors peints à la façon de trompe-l'œil, comme vous avez ici cette nature morte, ou encore des décors façon mosaïque d'une maîtrise éblouissante. Alors, afin de combler son retard, Brongniart va imaginer un processus d'échange mutuel de cadeaux, d'échantillons, d'exemples de production caractéristiques de chaque manufacture et va entretenir des correspondances avec les directeurs respectifs de chaque manufacture, Rosenstiel et Frick. Alors, ces échanges d'échantillons viendraient enrichir les collections d'un muséum de céramique dont l'objectif était de, je le cite, rassembler d'une manière méthodique tous les objets d'art et de science qui peuvent servir à l'art de la poterie fine et commune. Pour les échantillons de poterie et de porcelaine connus, la manufacture de Sèvres se procurera, et sans frais, cette collection par des échanges. C'est ce que l'on voit ici avec ce plateau de déjeuner en porcelaine de Vienne, décoré par le fameux peintre Joseph Nigg, qui s'était fait une spécialité des décors de nature morte ou de bouquets de fleurs, réalisé à Vienne en 1807. Et donc, on voit bien ici l'influence de Vienne sur Sèvres, avec ce plateau de déjeuner en porcelaine de Sèvres offert par l'impératrice à la duchesse de Bellune. Vous avez ici non pas une signature du peintre de Sèvres, mais réalisée d'après un maître flamand. Donc ici, nous voyons l'influence de Vienne sur Sèvres. Brongniart, en réalité, pour rattraper son retard, va bénéficier et user pleinement de la domination militaire de l'armée napoléonienne pour estorquer des informations stratégiques, prétextant pour en faire profiter l'industrie française. Dans cette entreprise, Brongniart va trouver en Daru un allié de circonstance précieux. Je cite un document, une lettre que Daru envoie à Brongniart. « J'ai cherché à prendre quelques connaissances des manufactures de ce pays dont le double projet de protéger ces établissements et faire tourner en profit de notre industrie nationale, l'exercice de l'autorité que nous avons momentanément ici. » En réalité, avec l'occupation de Napoléon en Europe, Sèvres va avoir le champ libre pour développer sa production et affirmer sa supériorité, devenant également influente auprès des manufactures royales de Berlin et de Vienne et toutes les autres en Europe. Alors, à Vienne va se développer un courant francophile entre 1805 et 1809, et à Berlin, la mise sous tutelle sous les troupes françaises va couper la KPM de sa clientèle de la Maison royale de Prusse. Donc, c'est à ce moment-là qu'à KPM, nous allons réaliser des modèles à l'identique de Sèvres. À gauche, vous avez une assiette du second service iconographique grec, qui est pour moi un des plus beaux témoignages de la production néoclassique à Sèvres pour les services de table. Vous avez sur l'aile un fond bleu de lapis réalisé à partir d'un fond de grand feu, le bleu de cobalt, qui imite le lapis lazuli. Il est lapissé d'or. Et au centre, un très beau décor de camée, inspiré des recueils illustrés de Visconti, des différents philosophes grecs. À droite, nous avons une assiette de la KPM de Berlin qui n'a pas grand-chose à envier techniquement à Sèvres, mais qui n'en reste qu'une copie, si je peux dire. Voilà.
Donc, la copie va jusque dans les détails, puisque vous pouvez voir cette frise de poste sur le bord de l'aile de l'assiette, qui reprend donc le modèle de Sèvres. Donc, à la fin de l'Empire, Brognard avait donc réussi à s'imposer comme un savant reconnu et comme directeur de l'établissement porcelainier redevenu le plus prestigieux en Europe. Sèvres était à nouveau la référence et allait rayonner auprès des autres manufactures européennes. Ici, une petite carte géographique de l'Empire pour vous montrer l'étendue de l'Empire de Napoléon Ier. Vous avez l'Empire français et puis donc ce que j'ai appelé les cours satellitaires, les royaumes satellitaires, donc le royaume d'Espagne avec le roi Joseph, frère de Napoléon, le royaume d'Italie, que ce soit avec Elisa Bacciocchi en Toscane ou encore Pauline Bonaparte, le royaume de Naples avec Murat et Caroline Murat et le royaume de Westphalie. Donc, nous allons maintenant étudier les manufactures qui sont placées dans ces États satellitaires qui existaient déjà, mais qui vont être influencés par la production de Sèvres. L'une des manufactures qui a repris le plus, peut-être textuellement, la production sévrienne de l'époque Empire est la manufacture de Doccia. Ici, à gauche, c'est une assiette du service de dessert dit à frise d'or, signes et attributs coloriés. C'est le service diplomatique envoyé par la manufacture impériale à la grande-duchesse de Toscane, Elisa Bacciocchi, pour son usage, pour ses représentations, les grands dîners officiels. Et on va donc voir que ce modèle de frise va être repris plus tard à Doccia pour réaliser le service de Ferdinand III d'Augsbourg de Lorraine. Au centre, le service de Doccia est maintenant décoré de vues topographiques des grands monuments florentins. Mais on voit bien donc l'influence, que ce soit dans la dorure ou l'iconographie. L'influence se voit aussi non seulement sur les services de table, mais bien évidemment sur les vases. Alors, le vase fuseau que nous allons voir plus tard est peut-être un des best-sellers, si je peux dire, de la manufacture de Sèvres sous l'Empire. Ce sont ces vases qui ont été très diffusés dans toutes les résidences impériales et également envoyés comme cadeau diplomatique. Donc ici, nous en avons un parfait exemple, le vase fuseau, décoré au portrait d'Elisa Bacciocchi, grande duchesse de Toscane, et qui se détache sur un fond vert de chrome créé par Vauquelin sous l'Empire. C'est un des fonds de couleur qui va être le plus utilisé sous l'Empire. Le portrait, c'est un portrait officiel, représenté à la manière d'une miniature, que vous avez ici, placé dans un large filet or qui fonctionne à la manière d'un cadre en bois doré. Alors, on retrouve le même principe stylistique, le même principe décoratif sur un vase fuseau réalisé à la manufacture de Doccia en 1830. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir cette reprise d'une princesse impériale qui est maintenant transformée. C'est une Mariana Garzoni, une personne importante de la bourgeoisie locale à Florence. On a gardé la forme du vase fuseau, on a également gardé le fond de couleur et la dorure, et on a même gardé les anses formées de protomes d'aigle. Alors c'est intéressant de voir au début de l'âge antique, de retrouver que ce soit dans les ornements, dans la forme ou même dans les anses, le vocabulaire néoclassique développé à Sèvres sous l'Empire. À droite, c'est un exemplaire particulièrement intéressant car c'est un vase fuseau réalisé à la manufacture La Real Fabrica Ferdinandea, excusez-moi pour ma mauvaise prononciation. Il est orné du portrait présumé de Caroline Murat, qui n'était autre que la reine de Naples. Donc ici, nous avons une princesse impériale représentée sur un vase en porcelaine de Naples. C'est une sorte de version locale, si je peux dire, des grands modèles sévriens. Il se distingue par une qualité de porcelaine inférieure aux Sèvres, notamment dans le travail de l'or, et puis également dans ces anses en bronze doré qui ne sont pas de la même qualité, qui sont d'une qualité inférieure. Les anses en bronze doré réalisées ou dessinées par Thomire à l'origine et réalisées spécifiquement
par les ateliers de bronziers de la manufacture de Sèvres. Donc on voit bien que à la fin de l'Empire, Sèvres domine, Sèvres rayonne et influence toutes les autres manufactures. Maintenant, dans cette seconde partie, nous allons voir comment l'image de l'empereur va être diffusée sur la porcelaine de Sèvres. Avec Napoléon, la plupart des expressions artistiques redeviennent codifiées au nom de la propagande de l'Empire. À Sèvres, plus que jamais, la porcelaine sert de support stratégique pour divulguer cette propagande et l'image d'un premier consul devenu empereur des Français. À l'image du roi Soleil, Napoléon, que l'on pourrait appeler l'aigle éclairé, sut parfaitement user de son image de conquérant irrésistible qu'il s'attacha à diffuser dans toutes les cours d'Europe, forgeant ainsi ce que l'on appelle la légende napoléonienne. Comme Louis XIV, Napoléon privilégie la diffusion des messages politiques par les arts pour légitimer son pouvoir. La politique artistique ambitieuse de Napoléon atteint son paroxysme avec l'enrichissement considérable des collections du Musée central des arts, fondé en 1793. Enrichissement dû grâce aux saisies napoléoniennes faites dans les pays conquis. En 1803, le muséum est rebaptisé Musée Napoléon. La direction est confiée à Dominique Vivant-Denon. Le futur empereur initiait là le principe d'associer le nom d'un souverain français à une institution culturelle. Alors, on a à Sèvres un somptueux témoignage de cette ambition artistique de Napoléon. C'est le vase étrusque à rouleau, dont le décor peint a été réalisé par Béranger. Je vous ai placé la date 1813, c'est entre 1813 et 1814. C'est un vase monumental dont le message ici est de présenter Napoléon comme protecteur des arts. Vous avez un très large décor continu, présenté en frise, représentant l'entrée à Paris des principaux monuments qui composent le musée Napoléon, qui est représenté ici à la manière d'un cortège impérial. Alors ici, on présentait surtout les plus grands chefs-d'œuvre saisis des campagnes d'Italie. Lors de la campagne d'Italie, vous avez des grands antiques qui avaient été saisis des collections du Vatican, comme le Laocoon, l'Apollon du Belvédère, ou encore un buste en Hermès de Jupiter. Et c'est au-dessus de ce buste que vous pouvez voir une inscription « Musée Napoléon ». Alors, ce vase, réalisé à la fin de l'Empire, a été protégé. Il était chéri par Brongniart parce que, non pas spécialement pour l'iconographie, mais pour la prouesse technique. Le directeur s'est opposé à ce que l'on envoie ce vase à l'étranger, notamment à Berlin. Il était destiné à être envoyé à Berlin. Il a voulu le garder pour, si vous voulez, comme symbole de maîtrise technique et du savoir-faire sévrien. Alors, nous allons voir qu'à travers les portraits de Napoléon, les nombreux portraits de Napoléon, nous allons voir également l'image d'un homme. Aucun souverain ne fut autant représenté à Sèvres que Napoléon. Le portrait de l'empereur, véritable genre à part entière, trouva diverses expressions allant de sa représentation réaliste au portrait sublimé. L'iconographie trouvée sur la porcelaine de Sèvres, sous l'Empire, fut à la hauteur de la grande peinture ou de la sculpture. La plupart du temps, ces représentations sont reprises des plus grands modèles ou des modèles des plus grands peintres, tels que David, Isabée, Gérard ou Ingres. Ces portraits en miniature, peints sur des vases, sur des pièces de cabaret, sur des plaques, étaient une sorte de, si vous voulez, c'était des images qu'on avait fixées pour l'éternité, réalisées avec des émaux inaltérables. C'était des objets de diffusion privilégiés puisque facilement transportables. Ici, à droite, donc à gauche, je vous présente un portrait en pied de l'empereur en costume de sacre. Et nous avons donc une représentation sur Sèvres inspirée de la composition peinte. Cette plaque ovale sur porcelaine insérée dans un très riche cadre en bronze doré. Donc on voit bien ici l'idée d'un objet que l'on pouvait
transporter ou offrir se trouve aujourd'hui dans les collections du musée de la Légion d'honneur. Donc, on voit bien ici tous les codes qui sont parfaitement respectés par le peintre sur porcelaine. L'empereur est vêtu du manteau d'hermine, il a la chemise à col de dentelle, il est coiffé de la couronne de laurier et il porte le collier de la Légion d'honneur. Donc, tous les codes sont scrupuleusement respectés. Alors, évidemment, je vous en ai parlé un peu plus tôt, le vase fuseau va être un outil privilégié. En tout cas, ce type de vase, c'est sur ce type de vase que les représentations de Napoléon sont les plus fréquentes. Le vase fuseau, la forme est créée à partir de 1801. C'est peut-être la forme qui incarne le mieux le renouvellement formel souhaité par Brongniart au début du XIXe siècle. Avec sa grande panse ovoïde, il se prêtait parfaitement à recevoir ces portraits en miniature que l'on cernait d'un épais filet or à la manière des cadres en bois doré. Ici, à gauche, vous avez un portrait de l'empereur Napoléon Ier en costume de sacre. Ce vase est aujourd'hui conservé au musée de la Légion d'honneur. À droite, vous avez un vase fuseau au portrait de l'impératrice Marie-Louise, une représentation plus inhabituelle puisqu'il il représente l'impératrice en costume de voyage et coiffée d'un panache. Elle n'est pas de face, elle est légèrement de trois quarts. Ces vases fuseaux étaient également parfois munis d'anses en bronze doré, parfois sans anse. Je vous en ai déjà montré un peu avant où le vase n'avait pas d'anse en bronze doré. La plupart du temps, ces anses étaient réalisées à la manufacture et donc formées de têtes d'aigle, évidemment. Le fond bleu ou le fond vert sont les deux fonds de couleur privilégiés et on retrouve donc ici tout un réseau de décors or et platine qui reprennent donc des ornements qui viennent compléter l'iconographie du vase. Vous avez ici les abeilles, l'aigle, le glaive, la main de justice. On comprend donc toute cette iconographie chargée de sens. Le vase décoré de l'impératrice Marie-Louise fut peint par Constantin d'après un tableau de Gérard. Et c'est un superbe témoignage et un très bel exemple de cadeau diplomatique de la part de l'impératrice qu'elle offre à la reine de Westphalie en 1814. Donc c'est ce type de vases qui ont particulièrement contribué à la diffusion de l'empereur et des princesses impériales. Alors nous allons voir que l'image de Napoléon sur la porcelaine de Sèvres est très variée. Ici, je vous montre un somptueux guéridon. On s'intéresse tout particulièrement au plateau. Ce sont des guéridons entièrement réalisés de porcelaine avec des jonctions en bronze doré montées à la manufacture. On voit bien ici l'ambition de Sèvres de se placer au-dessus de toutes les autres manufactures européennes, puisque personne ne pouvait se permettre à l'époque de créer des meubles entièrement de porcelaine. Ici, ce guéridon, cette table dite d'Austerlitz ou table de maréchaux, a une iconographie tout particulièrement spéciale. Vous avez Napoléon, vêtu, représenté en costume de sacre, assis sur le trône, au milieu d'une composition rayonnante, composée de 13 segments. Vous avez 11 maréchaux et 2 officiers. Ils sont tous clairement identifiés. Donc vous avez ici une représentation quasi divine de Napoléon qui fonctionne un peu comme une présence divine entourée des apôtres, un peu dans une atmosphère presque céleste, dénuée de toute matérialité. Donc on voit bien ici l'empereur qui souhaite se placer au-dessus de tout. Cette superbe table qui était destinée à meubler le palais des Tuileries, donc le centre du pouvoir de l'empereur, se trouve aujourd'hui au château de la Malmaison. Alors, avec ce déjeuner des princesses impériales, c'est une autre image de l'empereur que je vous présente ici, c'est celui du chef de famille. On est dans un cadre plus intime. Ce déjeuner fut un cadeau du Nouvel An 1813
de l'impératrice Marie-Louise à Madame Mère, Laetitia Bonaparte. Sur ces pièces, Napoléon est représenté entouré de toute sa famille la plus proche. C'est une sorte de galerie de portraits où on peut voir ici l'hommage d'un homme inséparable de sa famille, notamment de ses sœurs, les princesses impériales, qu'il avait dotées de trônes et qu'il cherchait à légitimer. Tous ces portraits sont réalisés par Étienne Charles Leguet, Marie-Victoire Jacotot, d'après des modèles d'Isabée. Ils sont parfois signés. Toutes les pièces sont légendées et clairement identifiées, ou le portrait est clairement identifié. Donc on voit bien ici que Napoléon, la représentation de Napoléon pouvait aller en tant que demi-dieu, Napoléon chef des armées, Napoléon chef de famille. On va voir aussi comment l'homme va tenter de s'inscrire, va ambitionner de s'inscrire dans l'histoire. Alors, pour établir une nouvelle dynastie, il était nécessaire de s'inscrire dans la lignée des grands empereurs romains. Et grand amateur de camée, Napoléon va ordonner la réalisation de services de table, comme les services iconographiques grecs que je vous ai déjà montrés, ou de vases peints de camée en trompe-l'œil, à la manière des antiques. Les modèles seront les recueils illustrés de Visconti, qui avait été nommé par Napoléon lui-même directeur du musée du Louvre. Ici, je vous présente une superbe paire de vases fuseaux ornés des portraits des empereurs Auguste et César, qui se trouvent aujourd'hui à Fontainebleau. À l'origine, ces vases, réalisés entre 1811 et 1814, étaient destinés à meubler le palais de Monte Cavallo à Rome, qui était à l'époque, sous l'Empire, considéré comme seconde capitale. Terminés en juillet 1814, ils ne furent jamais envoyés à Rome puisque le pape venait de revenir dans la capitale romaine en mai 1814. Donc, ici, c'est un problème de timing, si je peux dire, qui explique que ces vases ne furent jamais envoyés à Rome et qu'ils se retrouvent aujourd'hui en France et donc à Fontainebleau. Ici, l'iconographie, Napoléon, on veut faire directement référence à Jules César, l'empereur conquérant, et Auguste, l'empereur fondateur. L'utilisation des références antiques allait parfois jusqu'à la déification de l'empereur et rejoignait parfaitement les aspirations politiques de ce dernier, désireux de fonder et légitimer un empire digne de celui de César et de s'assurer la dévotion de son peuple. Ici, je vous montre donc des détails où on voit même que Auguste prend des faux airs de Napoléon. Donc, on a constamment des messages en seconde lecture. Au revers, vous avez l'aigle éclairé qui se détache parfaitement sur ce fond bleu de cobalt. On voit aussi que tous ces choix d'ornements décoratifs fonctionnaient parfaitement avec le goût néoclassique à la mode sous le Premier Empire. Allant plus loin, Napoléon va se réapproprier l'ensemble des codes historiques. Sur le vase étrusque à l'armier, réalisé en 1807, décoré sur une face des pestiférés de Jaffa, sur l'autre face, Napoléon touchant un invalide du bâton d'Esculape. C'est un Napoléon lui-même, bien reconnaissable, qui évolue comme protagoniste de l'univers de l'Antiquité. Ce vase est une claire référence aux céramiques étrusques, dont les sources n'étaient autres que les collections du baron vivant de nom que la manufacture de Sèvres avait récemment acquises. On fait ici une référence formelle, une référence stylistique, d'un principe où on réalise les figures rouges qui se détachent sur un fond noir. Mais l'iconographie est une iconographie contemporaine, si je peux dire. Sur une face, Bonaparte et les pestiférés de Jaffa fait clairement référence à un épisode de la campagne d'Égypte du 11 mars 1796. Elle est inspirée d'une composition de Gros. Le peintre Bergeret a parfaitement adapté la scène à la forme du vase. Il a resserré le cadrage de la scène et il a monumentalisé les figures. Napoléon y est parfaitement reconnaissable. Le consul, Bonaparte, pardon, parfaitement reconnaissable. Il
ici, on loue le courage du jeune général au cœur de l'action, compatissant et humain, à la main droite posée sur l'épaule d'un pestiféré. On lit aussi un second message de son pouvoir semi-divin de guérisseur. Et en fait, ce message est clairement évoqué sur l'autre face. Ici, Napoléon est représenté à l'antique. Vous avez cette nudité héroïque. Il est représenté touchant un invalide du bâton d'Esculape. Donc, il est placé entre Esculape et l'invalide. Il se fait guérisseur, intercesseur de Dieu sur terre, si je peux dire. Donc, ici, c'est un Napoléon thaumaturge, un Napoléon demi-divin, comme intercesseur de Dieu sur terre, qui est représenté. Napoléon est représenté comme une sorte de héros moderne dont l'Empire est une référence à l'Antiquité retrouvée. Alors, cette iconographie était savamment choisie puisque ce vase est un cadeau diplomatique réalisé dans un cas très spécial. Il fut offert au prince Guillaume de Prusse, frère du roi de Prusse Frédéric Guillaume, après une négociation diplomatique particulièrement délicate où le prince Guillaume tentait de réduire la contribution de la guerre de la Prusse suite à la défaite. Donc, on voit bien qu'ici, Napoléon, en envoyant ce cadeau, leur fait quand même clairement comprendre qu'il est au-dessus de tout et que rien ne sert de lui résister. Alors, Napoléon, les représentations de Napoléon ne s'arrêtent pas aux comparaisons aux anciens et à la réappropriation des codes historiques. C'est aussi le héros contemporain d'ici-bas que les images des porcelaines de Sèvres vont se charger et véhiculer. Ici, avec ce sublime vase fuseau, dit vase de Madame Mère, puisque c'était un cadeau réalisé à Madame Mère au Nouvel An 1812, à l'occasion de la naissance du roi de Rome en 1811. Il est peint par Georget, d'après une composition de David. Ce vase est la taille la plus grande dans la déclinaison des vases fuseaux, puisque les tailles les plus communes sont, pour les vases fuseaux, d'environ 55 cm de hauteur. Celui-ci mesure un peu plus d'1 mètre de hauteur. Il est orné d'un fond écaille de tortue, caractéristique de l'Empire, et d'un très riche décor or, où l'on retrouve abeilles et quantité de références au consul victorieux. La composition qui inspire les décors peints sur le cartel par Georget est une composition de David, et c'était celle destinée au palais de Saint-Cloud qui se trouve aujourd'hui à Charlottenbourg. Le peintre de Sèvres a parfaitement respecté l'iconographie, n'en a omis aucun détail. Vous voyez au premier rang toutes les inscriptions Bonaparte, Hannibal, Carolus Magnus, c'est-à-dire qu'ici Bonaparte se met dans la lignée, il fait directement référence au franchissement des Alpes réalisé par des grands guerriers ou des grands héros, que ce soit Hannibal dans l'Antiquité ou Charlemagne au Moyen-Âge. Donc, Bonaparte se place ainsi dans la lignée des héros mythiques. Bonaparte, ici, est représenté en costume de général en chef. Il est coiffé de son fameux bicorne, armé d'un sabre de Mamelouk. Nous avons ici la représentation d'un général victorieux, au très émacié, qui nous regarde droit dans les yeux et nous montre la direction à suivre, celle des sommets. Son geste grandiloquent est parfaitement souligné par son manteau rouge gonflé par le vent. Voilà le genre de vase qui meublait les palais impériaux. Donc, imaginez vivre au quotidien avec ces images de Napoléon autour de vous. Alors, d'autres représentations furent aussi privilégiées en la qualité des campagnes militaires. Moins focalisées sur l'image de l'empereur, les campagnes militaires, ces scènes glorifiaient les épopées napoléoniennes. Alors, des campagnes militaires qui parfois s'habillaient du prétexte d'être une campagne scientifique, notamment la campagne d'Égypte. Elles furent le relais essentiel de cette propagande impériale. Relater les grands événements historiques de la France moderne, c'est-à-dire celle de l'empereur, en montrant le déroulement des batailles, l'organisation d'une armée, les découvertes scientifiques, était nouveau dans l'histoire de la représentation des souverains dans l'art.
les campagnes égyptiennes a probablement donné source pour les plus belles créations sévriennes sous l'Empire. Ici, vous avez le cabaret égyptien. 7 ont été réalisés sous l'Empire. Donc, c'est un des 7. Et celui-ci fut offert par l'impératrice Marie-Louise à la duchesse de Montebello, veuve du maréchal Lannes, en 1813. Sur le fond de l'image, c'est une reproduction du tableau de Casanova présentant le dîner à l'occasion du mariage de l'empereur Napoléon Ier et de l'impératrice Marie-Louise. C'était une mise en scène qui avait été réalisée donc dans la salle dédiée au château de Fontainebleau pour l'opération des Sèvres pour Fontainebleau. Alors, dans cette perspective de relater les grands événements historiques de la France moderne, Brognard va mettre un point à obtenir une véracité scientifique des représentations picturales. Il souhaitait rester fidèle aux détails des événements tels qu'ils s'étaient réellement déroulés. Pour ce faire, il souhaita obtenir, je le cite, des dessins faits par des témoins pour faire connaître avec exactitude les sujets qu'ils représenteront et transmettre à la postérité la mémoire des événements étonnants qui viennent de se passer. Alors, on sait que Napoléon réservait aux galeries de ses palais, notamment des Tuileries, les vases ornés des campagnes militaires. Je cite un autre document. « Sa Majesté ordonne que ces 2 vases, alors nous parlons entre autres de cette paire de vases qui sont monumentaux, puisqu'ils font près d'un mètre de haut, qui sont conservés au château de Versailles et qui représentent donc des scènes de la campagne de Prusse, l'un représentant l'empereur à Berlin, l'entrée de l'empereur à Berlin, le second, Napoléon, passant en revue sous les murs de Vienne. » Alors, je reprends notre document. « Sa Majesté ordonne que ces 2 vases, représentant son entrée à Berlin et l'empereur passant une revue sur les murs de Vienne, soient réservés pour les appartements des Tuileries. » On explique aussi l'intention de l'empereur sur son usage. En général, son intention est qu'on ne donne point de ces sortes de vases dont les sujets lui sont relatifs, si ce n'est des portraits, et que lorsqu'il y en aura un certain nombre, on en fasse des collections pour être placés dans les galeries et dans les appartements de l'impératrice. Alors, on voit bien ici que l'empereur était habitué à être entouré de porcelaine de Sèvres, de décorations, au sujet choisi, et qu'il ne souhaitait plus s'en séparer. Ainsi, lorsque Brognard demanda à emprunter quelques spécimens exceptionnels pour montrer le prestige de la manufacture, Daru ne put accepter à sa requête. Je cite la correspondance. « J'ai reçu, monsieur, la lettre que vous m'avez écrite le 15 de ce mois, et par laquelle vous me demandez s'il serait possible de prêter à la manufacture, pendant la durée de l'exposition, les 3 grands vases qui ont été mis dernièrement dans le cabinet de Sa Majesté l'Empereur à Saint-Cloud. Je vous fais observer que l'Empereur travaille tous les jours dans ce cabinet et qu'il serait peu convenable d'en noter ces vases. Je désire que vous puissiez vous en passer et je pense que vous devez avoir assez d'autres objets à présenter à l'exposition. » Donc, on voit bien à quel point les vases de Sèvres étaient importants pour l'empereur. Alors, cette paire, je vous l'ai dit, est tout à fait exceptionnelle de par ses dimensions, son iconographie. Vous voyez également ces anses en bronze doré ornées de soldats casqués, les trophées militaires en or. J'ai choisi ici de vous présenter en détail la scène relatant le moment de l'entrée solennelle de Napoléon à Berlin, le 27 octobre 1806. L'empereur y est représenté accompagné de ses généraux, à cheval, face à l'armée prussienne en pied. On lui remet les clés de la ville devant la porte de Charlottenbourg qui est matérialisée par les arches tronquées. Ce qui est intéressant ici, c'est que la représentation de Sèvres est inhabituelle. En effet, Napoléon, habituellement, est représenté au milieu de la foule, comme il a été dit dans les écrits de l'époque, mais que l'on sait qu'il ne correspondait pas à la réalité. Ici, Souebach, le peintre de Sèvres, a souhaité un moment plus solennel et plus proche des événements réels, en se focalisant la scène sur les 2 armées. Donc, on voit ici une production d'un style, je dirais, protocolaire, un style officiel. On suit les codifications du pouvoir, réalisme de l'iconographie,
réalisme dans le style pictural, monumentalité de la forme et le côté impressionnant du décor or et des bronzes dorés. Donc on voit bien à quel point Sèvres jouait un rôle dans cette production officielle. Sur la porcelaine de Sèvres, on va voir également se représenter les lieux du pouvoir. Alors, je vous ai montré tout à l'heure la table d'Austerlitz, je vous en montre une deuxième. 4 tables furent réalisées sous l'Empire à Sèvres. Ce sont des monuments de création de porcelaine, puisque les plateaux faisaient un diamètre de près d'un mètre était près d'un diamètre, 1 mètre de diamètre, excusez-moi. C'était un réel tour de force de réaliser des plaques de porcelaine plates aussi grandes. Ici, la table est dite des palais impériaux ou des palais royaux, puisque réaliser de tels tours de force prenait plusieurs années. Cette table fut commencée en 1811 et terminée en 1817. Cette vue de détail nous montre les différents palais impériaux avec les Tuileries au centre, le centre du pouvoir. Ici, nous avons une sorte de synthèse des centres névralgiques du pouvoir sous l'Empire. Nous avons même des représentations de Napoléon, parfois accompagné de l'impératrice en promenade dans les jardins des Tuileries, parfois accompagné de ses soldats. Les différentes insignes de l'empereur ont été biffés, remplacés par les ailes entrelacées. Les abeilles ont été remplacées également par les fleurs de lys. C'en est quand même un tour de force technique et un objet d'une éblouissance absolue. Cette pièce est aujourd'hui dans une très grande collection privée américaine et probablement la plus belle création pour moi de Sèvres sous l'Empire. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que chaque résidence impériale est légendée, clairement identifiée. On a ici cette idée de vocation historique de la production impériale. Brognard va développer une production systématique de services à décor thématique, où les objets vont être légendés au revers. Chaque assiette aura une légende. Donc là, dans cette problématique des représentations du lieu du pouvoir, je vous présente les autres assiettes du service Cambacérès qui appartiennent à ce groupe de 12 assiettes commandées par Cambacérès lui-même. À gauche, Fontainebleau, Trianon de Versailles. À droite, nous avons Saint-Cloud et les Tuileries. Ce qui m'intéresse, c'est de lire, je vous ai retranscrit les légendes au revers où vous avez des précisions d'où la vue est prise. Vue de l'étang de Fontainebleau et de la cour des Fontaines dans l'éloignement. Donc, on voit bien ici ce souci de perfection qui allait parfaitement avec le souci impérial, mais également ce souci de vérisme, probablement de Brognard qui avait l'idée de fixer à travers ces objets décorés aux émaux inaltérables, de fixer une époque, que ce soit des documents à vocation historique qui allaient relater une époque. Alors maintenant, nous allons voir la porcelaine de Sèvres sur la table de l'empereur. Aux réceptions impériales étaient réservés les plus grands services de table en porcelaine de Sèvres. Donc ici, je vous montre la salle des fastes une des vitrines, la salle des fastes de la table impériale au musée Napoléon Ier, qui vous présente des pièces du Grand Vermeil et des assiettes du service à fond Nankin que vous avez à droite et à gauche, livrées en 1804 au palais de Fontainebleau pour la réception du pape. Ensuite, vous avez également les assiettes décorées à marly rouge et papillon, livrées à Fontainebleau en 1809 pour l'âge de l'empereur. Donc, on voit bien que les résidences impériales se voyaient livrer différents services de Sèvres selon les réceptions organisées. La mise en scène des repas de la cour impériale est indissociable de la personnalité de Napoléon. Si l'homme privé n'accordait que très peu d'importance aux repas, qu'il jugeait être une perte de temps, l'homme de pouvoir va voir dans ses banquets officiels, dressés lors d'événements dynastiques, l'occasion d'exprimer sa puissance et sa magnificence. Pour Napoléon, le déploiement du luxe à table suivait une scénographie réglée par l'étiquette, fixée par lui-même, et restait avant tout politique. 8 banquets furent dressés pendant l'Empire, au cours desquels la porcelaine de Sèvres
va tenir une place centrale. Pour les banquets fastueux, le vermeil et la porcelaine, le vermeil et la porcelaine étaient utilisés ensemble. Les services de porcelaine livrés à la maison de l'empereur comprenaient presque systématiquement un service d'entrée et un service de dessert, parfois accompagné d'un cabaret et d'un surtout en biscuits pour les services les plus prestigieux. Alors, le document que l'on utilise le plus souvent, le document graphique le plus repris pour les tables de l'empereur, c'est ce banquet donné au château des Tuileries par Sa Majesté l'empereur Napoléon à l'occasion de son mariage avec son Altesse l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche le 2 avril 1810, composition réalisée par Casanova en 1812 et qui se trouve au château de Fontainebleau. Alors voilà un détail, on voit bien ici le grand vermeil être présenté avec le surtout en biscuit de porcelaine de Sèvres. Pièce que vous retrouvez ici, conservée et mise à Fontainebleau et mise en scène habilement par Christophe Beyeler, qui continue d'enrichir les collections, notamment pour le surtout en biscuit de porcelaine de Sèvres. Quantité des pièces les plus importantes du surtout en biscuit de Sèvres se trouvent aujourd'hui au musée du Louvre et sont présentées de façon spectaculaire. Alors ici, je vous évoque le service particulier de l'empereur, son service personnel, qui avait été réalisé à la gloire de l'empereur, à la gloire de l'Empire. Et donc ces réductions d'antiques du musée Napoléon, ici vous avez des réductions d'antiques que l'on trouvait au musée Napoléon et que l'empereur avait rapportées lors de ses voyages. Voilà, ici vous voyez, je trouve ça très émouvant de pouvoir comparer la nef couronnée de la gloire avec les différentes statuettes, la Vénus Gitrix et, excusez-moi, le Zénon. Voilà. Alors, le service particulier de l'empereur, c'est un service à part dans la production de sève, à part dans l'implication de l'empereur. C'est le service de sève le plus abouti réalisé sous l'Empire. Il est appelé service particulier de l'empereur ou service des quartiers généraux. Il fut commandé pour l'usage personnel de l'empereur dans son château des Tuileries. Le nom service des quartiers généraux fut donné par son fidèle valet de chambre, Marchand, au moment du départ pour Sainte-Hélène. Il fait peut-être référence au quartier général que Napoléon occupait pendant ses campagnes, dont certaines scènes sont représentées sur les assiettes. Alors ici, je vous cite des documents. Napoléon émit le souhait que ce service soit d'un genre tout particulier, orné de scènes qui lui soient agréables. Donc c'est Daru qui écrit à Brognard, son intention, l'intention de l'empereur, est que parmi ses dessins, il n'y ait point de bataille, ni de nom d'homme, mais qu'au contraire, les sujets n'offrent que des allusions très indirectes qui réveillent des souvenirs agréables. Alors pour Napoléon, ces souvenirs agréables étaient essentiellement des évocations de lieux liés aux campagnes d'Italie, d'Égypte, d'Autriche, de Prusse et de Pologne. À cet effet, il fournit lui-même une liste de sujets à reproduire qui devraient se rapporter à des vues de France ainsi qu'aux pays qu'il avait parcourus ou aux actions qu'il avait menées lors de ses campagnes. Alors, encore une vitrine du musée Napoléon Ier dans la salle des fastes. Vous avez ici quantité de pièces du service particulier de l'empereur. C'est assez émouvant de voir une telle quantité réunie. Et vous avez donc la présentation de portraits d'animaux isolés ou des vues de campagnes militaires ou de monuments représentatifs sous l'Empire. Les porcelaines sont ici présentées avec des pièces du Grand Vermeil. Alors voilà, je vous ai dit que c'était quelque chose qui était très particulier à l'empereur et lors de l'exposition en 2016 à la Galerie Aveline, nous avons présenté 3 assiettes tout à fait exceptionnelles qu'on avait présentées comme souvenir de Sainte-Hélène, puisque comme je vous ai dit, l'empereur avait rapporté avec lui quelques pièces de Sainte-Hélène, quelques pièces de ce service à Sainte-Hélène. Alors, ces 3 assiettes sont tout à fait spéciales puisqu'elles représentent l'attaque de l'île Lobeau au bord du Danube. Donc, nous sommes dans la campagne d'Autriche. Nous sommes en 1809 et c'est le premier affrontement entre Napoléon Ier et l'armée de l'Empire austro-hongrois. La première assiette représente
excusez-moi, la première assiette représente le pont communiquant à l'île Lobo, la seconde, les tentes de l'empereur, et sur la troisième, l'attaque de l'île Lobo. Ces assiettes fonctionnent un peu comme un triptyque. Elles racontent cette attaque en 3 moments. Pour ces 3 assiettes, Souebach a fourni des dessins d'après des esquisses d'Alexandre Laborde, qui lui-même avait réalisé des scènes prises sur le vif au moment de la campagne. Donc on a bien toujours ce souci de véracité voulu par Brognard. La prise de l'île Lobo précéda la bataille d'Essling, qui mit aux prises les troupes françaises et autrichiennes du 20 au 22 mai 1809 et où le maréchal Masséna se distingua. Donc c'est assez rare dans le principe iconographique d'un service de table voulu par un souverain d'avoir une idée de moments successifs sur des campagnes militaires. Donc on voit à quel point ce service était proche de l'empereur, à quel point il était souhaité par l'empereur. Nous avons des notes et on voit également cette idée d'avoir un programme iconographique complet. Et ça, c'était toujours dans les volontés de Brognard, qui plus tard, au 19e, va développer ces grands services thématiques avec une iconographie complète, notamment le service des arts industriels. Alors, particulièrement attaché à ce service, Napoléon va emporter ces pièces avec lui à Sainte-Hélène lors de son exil. Selon les mémoires de Louis-Joseph Marchand, les pièces du service, principalement des assiettes, continuent à faire l'admiration de l'empereur déchu et le bonheur de ses proches qui en reçurent certaines en cadeau. Ces assiettes étaient considérées et sont considérées encore aujourd'hui comme de véritables reliques de l'épopée napoléonienne. Ces 3 assiettes furent très vraisemblablement offertes à Madame la comtesse Bertrand, dont le mari, le général Bertrand, s'illustra lors de la campagne d'Autriche de 1809 en tant que commandant en chef de l'armée napoléonienne. C'est lui qui fait construire les 2 ponts sur le Danube de part et autre de l'île Lobo. Alors maintenant, porcelaine de Sèvres, de somptueux cadeaux diplomatiques, nous allons voir comment Napoléon a fait preuve de largesse, que ce soit avec les cours étrangères, lorsqu'il fallait sceller des alliances, mais également avec sa cour la plus proche. Les cadeaux diplomatiques vis-à-vis des cours étrangères, celui qui a été le plus gâté, si je peux dire, par l'empereur, c'est probablement le tsar de Russie, le tsar Alexandre Ier. En effet, pour célébrer les bonnes relations inaugurées par le traité de Tilsit, ratifié le 8 juillet 1807, le tsar va se voir remettre 2 somptueux services de table, le service olympique, ici, décoré de scènes mythologiques qui sont parfaitement légendées, numérotées et signées par le peintre Revers. Puis, il va recevoir le service égyptien qui était à l'origine destiné à Joséphine, mais Joséphine l'avait trouvé trop militaire, trop austère, donc elle n'en a pas voulu. Alors, ce service fut offert au tsar. Mais imaginez la stupeur, l'éblouissement du tsar lorsqu'il a pu découvrir son cadeau, quand vous voyez toutes ces assiettes, et puis ce somptueux, surtout en biscuits, qui représentait des temples égyptiens. Alors, le service était complet puisqu'on servait au tsar également le cabaret égyptien. Voilà, donc ça fait partie des 7 cabarets égyptiens. L'un fut envoyé au tsar. Donc c'est vraiment, le tsar fut vraiment très très gâté. C'est intéressant de voir aussi que à l'origine, ces services ne sont pas prévus pour être des cadeaux diplomatiques. On les utilise à la cour. Je ne vous l'ai pas dit, mais le service olympique, à l'origine, on l'utilise au château des Tuileries pour le mariage de la princesse Catherine de Wurtemberg avec Jérôme Bonaparte. Mais l'année d'après, l'empereur décide d'en faire un cadeau. Donc on faisait aussi avec le stock à disposition à l'époque. Alors, les cadeaux étaient faits, je vous l'ai dit, pour sceller des alliances. C'était aussi un moment, de superbes cadeaux diplomatiques étaient offerts lors d'événements liés à la vie impériale, c'est-à-dire le mariage de Napoléon Ier avec Marie-Louise, ou encore la naissance, évidemment, du roi de Rome. Le baptême du roi de Rome fut l'occasion de largesse impériale inégalée. C'était un grand soulagement pour Napoléon de savoir que la relève était assurée.
Et ce vase, tout à fait somptueux, c'est un vase E, fut offert à cette occasion-là à la princesse Aldobrandini. Donc ici, vous avez au centre une scène décorée à la manière des trompe-l'œil d'un camée antique. Vous avez une allégorie de l'hymen, une allégorie de l'amour de Napoléon Ier et Marie-Louise, peint par Marie-Philippe Coupin de la Couperie. Ici, Napoléon est représenté comme un époux attentif. Il tient la main de Marie-Louise. C'est un époux affectueux et protecteur. C'est en quelque sorte une image idéalisée du couple impérial. Alors ce cadeau fut offert à la princesse Aldobrandini, qui était une dame du palais de l'impératrice, épouse du frère du prince Camille Borghese, qui était dans le statut privilégié en entourage impérial lors du mariage de 1810, justifiait l'offrande d'un cadeau si somptueux. On retrouve toujours le décor or qui vient compléter l'iconographie impériale, l'aigle, le trophée d'armes, qui se détache superbement sur ce fond vert de chrome. Les somptueux présents étaient également faits aux dames d'atour de la cour. Ici, le déjeuner égyptien offert par l'impératrice Marie-Louise à la duchesse de Montebello, qui était la veuve du maréchal Lannes. Voilà une photo plus académique, si je peux dire. Vous voyez donc la superbe théière dite au serpent, théière égyptienne, ou le pot à sucre égyptien, avec les tasses-litrons qui étaient ornés de superbes décors de vue topographique des monuments remarquables de l'Égypte, inspirés de l'œuvre de Vivant Denon. On avait également parfois des scènes plus distrayantes, si je peux dire. Ici, vous avez une représentation des courses de chevaux sur le champ de Mars. C'est un cadeau du Nouvel An 1812, réalisé à la comtesse de Montalivet. C'est un peu plus rare dans cette iconographie sur la porcelaine impériale, mais c'est intéressant de voir ici un lieu de loisir, un lieu distrayant. Et pour finir, je vous montre des vases dont on avait découvert la provenance à l'occasion de la publication de l'ouvrage Napoléon et Sèvres. C'est une superbe paire de vases étrusques carafe de 3e grandeur. Ils sont décorés à la façon de sardoine. C'est une décoration particulièrement sophistiquée, raffinée, complexe. Sur l'un est représenté l'amour, sur l'autre l'amour et psyché. Et c'était un cadeau de l'impératrice à la duchesse d'Istrie. Donc on voit bien les différentes iconographies qui étaient représentées sur ces cadeaux d'Atour, aux dames d'Atour, et à quel point l'empereur et l'impératrice se montraient larges vis-à-vis de leur cour. Donc pour terminer, pour conclure, on peut conclure en disant que si le règne de Napoléon fut court, sa légende est grande, elle est encore très forte. Les objets dédiés à sa gloire qui l'ont touché de près sont encore aujourd'hui fortement appréciés, tels des reliques. Le marché de l'art sur ces objets-là est très fort. Les amateurs sont toujours très passionnés et les porcelaines de Sèvres tiennent une place toute particulière dans leur collection parce que ce sont des objets qui témoignent parfaitement de l'éclat de la France à cette époque, qui montrent une maîtrise technique et artistique où on approche de la perfection et également à quel point ces objets étaient proches de l'empereur ou de sa politique. Voilà. J'espère que ça te convainc. Merci Camille pour cette somptueuse intervention. Standing ovation, bravo, c'était vraiment top. Alors, j'ai une question, puisqu'il y en aura très peu, puisque nous avons un petit peu avancé dans le sujet. Est-ce que vous pensez que l'attachement de Napoléon à la manufacture de Sèvres, il était bien réel, ou vous pensez que c'était simplement une histoire de politique de propagande pour lui? Quelle est votre impression? Je ne suis pas certain que le goût de l'empereur pour la porcelaine soit très fort à l'origine. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'homme de pouvoir va comprendre qu'avec cette manufacture de porcelaine, on peut faire vite et bien et on peut produire quantité d'objets somptueux. Et avec Brongniart, il avait un interlocuteur privilégié.
Donc, il va en faire un outil diplomatique de premier ordre. Une arme de guerre, la porcelaine de Sèvres. Il a bien choisi. Enfin, en tous les cas, il aimait quand même Sèvres, parce que quand il est parti en exil à Sainte-Hélène, je crois, il a emporté son service, non? Oui, moi je pense qu'il était très attaché à ces objets. Après, est-ce qu'il était attaché à la finesse de la porcelaine ou le raffinement des décors? Je ne peux pas vraiment vous dire, parce que moi je pense que c'est un homme de guerre, un homme qui fait le code civil, qui a fait beaucoup de réformes, qui passait peu de temps à profiter de la vie, il passait peu de temps à table, il dormait peu, donc c'était un homme tracassé. Mais il avait compris le rôle que pouvait jouer la manufacture et à quel point cette manufacture pouvait être un symbole du luxe à la française, pouvait être un symbole de la réussite de l'industrie française. Donc je pense qu'il en était attaché dans ce sens-là. C'était un fleuron de l'industrie française. Oui, je crois qu'il a parfaitement compris le rôle que jouaient nos belles institutions. Alors, Camille, merci. Nous nous retrouvons donc lundi prochain avec John Whitehead, donc lundi 9 novembre, pour Les peintres de fleurs à Vincennes-Sèvres, des artistes injustement oubliés. Nous vous remercions de votre attention et vous rappelons que pour vous inscrire à ces cours, enfin à ces conférences, merci d'envoyer un mail à Sophie Viard, sviard@amidesef.com, et de venir, enfin de nous rejoindre au sein de notre société d'amis, la Société des Amis de Sèvres, donc en utilisant le même courrier électronique. Merci Camille, merci à tous et bonne soirée à tous. Merci encore. Merci.